Au début, c'était une expérience. C'était en 2019. Déjà à l'époque, je voulais montrer qu'on pouvait vivre sans banque. Non, parce que comment tu fais pour payer, désolé des questions triviales, mais comment tu fais pour payer ton café, ton pain, tes courses, ton loyer? La DeFi, c'est l'universalisation, la démocratisation de l'accès aux outils financiers. Moi, j'y ai mis ma famille, mes amis. Et moi, avant, je n'étais pas intéressé par l'investissement. Mais pour moi, investir aujourd'hui dans la DeFi, dans la crypto, c'est le surbet, hein, la valeur sûre à long terme. Quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui commence? Je suis Jérémy Wauquiez, le président et le fondateur d'Alira, l'école qui vous forme au métier d'innovation, la blockchain et l'IA. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts d'Alira où nous recevons chaque semaine un expert de l'écosystème blockchain et DeFi. Je suis Jérémy Wauquiez, le fondateur et le président d'Alira, et cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Pascal Tallarida. Bonjour Pascal. Salut Jérémy. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et de t'être rendu jusqu'à Paris puisque tu n'es habituellement pas dans le secteur. Non. Donc merci infiniment d'avoir accepté. C'est comme si ça me faisait une petite boucle sympa avant ETHCC, donc avec plaisir. Parfait. Pascal, tu es spécialiste de la DeFi depuis un petit moment maintenant. C'est un secteur que tu connais très très bien, que tu as poncé en détail. D'ailleurs, tu animes et tu étais l'auteur du cours Finance décentralisée chez Alira. Comment ça t'est venu? Comment t'es arrivé à la DeFi? Qu'est-ce qui t'a amené sur tout ça? C'est l'expérience utilisateur. Ouais. En fait, il y a un truc que moi j'adore, je ne sais pas si tu connais, la plateformisation de la finance. Ouais. Et en fait, l'idée, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, donc tu as plein de services financiers. Mais aujourd'hui, dans le monde traditionnel, si tu veux accéder à un service, il faut que tu ouvres un compte, et puis un autre compte, etc. Yes. Et tous les comptes ne sont pas communs. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu mettes ton argent à droite et à gauche. Donc, si tu fais du trading, il faut que tu ouvres un compte chez un broker. Si tu veux, je sais pas, prêter de l'argent en peer-to-peer, bref, en gros, tu gères 10 000 comptes. Et quand j'ai découvert la crypto, le premier truc que moi j'ai surkiffé, c'est le côté wallet, ouais, que tu connectes à différents... on appelait ça des DApp à l'époque, maintenant c'est protocoles. Et en fait, j'adorais cette expérience utilisateur où tu as juste un compte et tu connectes à des services et tu consommes le service. Et quand t'en as marre, quand tu n'as plus besoin de le consommer, tu te débranches. Et donc, c'est par cette porte-là que j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus à la DeFi. Moi, j'ai plutôt un background de financier, donc ça m'intéressait beaucoup de pouvoir gérer des finances avec un seul compte. Et puis après, c'est venu juste organiquement. Ouais. C'est-à-dire que j'ai commencé à lire plein de trucs. La DeFi, à l'époque, c'était juste 3-4 protocoles qui se couraient après. Il y avait Compound. Et Compound, il y avait Maker, il y avait des protocoles qui n'existent plus aujourd'hui. Il n'y avait pas encore AAV, c'était ETHLend. Mais là où j'ai mis le doigt dans la pure DeFi, donc un truc un peu plus hardcore comme les produits dérivés, c'était quand j'ai commencé à m'intéresser au protocole Synthetix. Ouais. Et ça, c'est pareil, c'était donc en 2019. Ok. Et puis ensuite, j'ai commencé à tester. En fait, ce qui est très bien, c'est qu'à l'époque, tu avais un protocole qui sortait tous les 2 mois. Bon, j'exagère, c'était le fameux DeFi Summer là. C'était avant. En fait, c'était vachement facile parce que du coup, suivre la DeFi. Ah oui, c'est ça. Ouais. Tous les 2 mois, c'est tranquille. Ouais. Et du coup, tu avais le temps de tester en profondeur et de découvrir toutes les nouveautés. Et c'était vraiment un truc super balbutiant et excitant. Puis après, il y a eu le DeFi Summer et puis me voilà. Ok, trop bien. Où on en est pour toi aujourd'hui dans le state of, vu de loin, tu vois, vu en plan large? State of DeFi 2024. Je trouve que le chemin parcouru est juste magique et magnifique. Ouais. Alors si on met de côté tous les hacks, etc., bien évidemment, parce qu'il n'y a jamais de... Mais si on prend juste du recul et qu'on regarde ce que la DeFi permet de faire aujourd'hui, donc tu as 2 manières de voir les choses. Du côté particulier, comme toi et moi, ce qu'il y a de bien avec la DeFi, c'est que ça te permet de gérer tes finances digitales, d'accéder à des services financiers, et finalement, on va pas se mentir, c'est surtout pour faire de l'argent, pour du coup générer plus de rendement sur ton capital. On peut peut-être rappeler, parce qu'on est vrai qu'on est parti bien en tête sur la DeFi et tout, mais si on devait définir en quelques mots la DeFi, pour des gens qui découvrent. C'est de la finance, exactement comme la finance classique. La différence, c'est que c'est sur la blockchain au lieu d'être sur le système bancaire classique. Okay. Et le fait que ce soit sur la blockchain, ça fait que 2 choses. Tout le monde peut accéder à cette finance, donc il faut juste une connexion Internet. Ok, donc j'ai pas besoin de demander la permission à mon banquier, à mon notaire, à mon représentant local du parti. Pas besoin. Non. Et du parti. Du parti. Du parti. Ouais, du parti. Non, t'as pas besoin. Et puis si t'es au Japon, tu peux accéder à un service fait par des Brésiliens, ce qui n'est pas possible aujourd'hui dans la finance classique.
Et surtout, et ce qui est très intéressant, c'est que tu peux être à la fois consommateur ou fournisseur de services. Ok. Alors, ça peut paraître compliqué en disant « Ah, mais comment je peux fournir un service ? Je suis pas banquier de formation, je suis pas assureur. » En fait, ce qui est bien avec la DeFi, c'est que c'est autonome et plus ou moins automatisé. Et donc, si tu veux devenir banquier, tu n'as rien à faire. La seule chose que tu as à faire... Moi, je peux devenir banquier dans la DeFi en me connectant à un protocole. Ouais, en fait, tu déposes... Une banque, qu'est-ce que c'est ? Le premier métier d'une banque, c'est de prêter de l'argent pour financer l'économie ou quoi que ce soit. Et ben, en tant que banquier, donc tu prêtes l'argent des déposants, et ben, tu as des protocoles qui font la même chose. Donc toi, tu déposes ton argent et automatiquement, sans qu'il y ait un bureau ou quoi que ce soit, si quelqu'un veut souscrire un prêt, ben, il va voir ce protocole et tu prêtes ton argent. Donc c'est du prêt de pair à pair. Ouais, ok. Et donc là, c'est le rôle du banquier. Et donc, tu ne prêtes pas gratuitement, quoi, parce que dans ce bas monde, rien n'est gratuit. Ouais. Et puis, tu as des garanties. Dans une banque, je ne sais pas si ça se fait beaucoup en France, mais quand tu empruntes, il faut souvent mettre un collatéral, donc une garantie derrière, une hypothèque. Ça se fait, mais c'est des produits qui sont souvent réservés à des gens, on va le dire en une phrase, assez riches. Par exemple, Boursorama te permet, ils appellent ça crédit Lombard, mon Lombard, je crois que ça s'appelle chez Boursorama, mais toutes les banques le font, où tu vas mettre en collatéral genre des actions, des obligations, des trucs, et ils te font une ligne de crédit en face. Ou tout le monde, peut-être avec une hypothèque. Tu achètes un appartement. Avec un appart, ça se fait, tout le monde le fait. Ouais. Bah, c'est pareil, du coup, ça fonctionne qu'avec un système d'hypothèque. Alors, on peut se dire, ça sert à quoi de faire un prêt avec une hypothèque ? C'est-à-dire qu'en gros, je dois d'abord avoir de l'argent pour emprunter. Et c'est le premier exemple que tu as utilisé. Effectivement, c'est pas j'ai besoin de 2000 € pour payer mes factures à la fin du mois. La DeFi, ça, elle pourra pas t'aider. La DeFi, ce sera plutôt j'ai un actif. J'ai pas envie de le vendre, ça peut être du Bitcoin, ça peut être un bien immobilier, parce qu'aujourd'hui, tu peux emprunter dans la DeFi en mettant en collatéraux des biens immobiliers. Et en fait, tu accèdes à la liquidité de cet actif. Si tu as une lampe et que ta lampe elle vaut 10 000 €, c'est bien beau, ça vaut 10 000 €, mais tu peux pas payer les factures à la fin du mois. Par contre, tu peux peut-être trouver quelqu'un qui va te prêter de l'argent en disant si tu me rembourses pas, je saisis ta lampe et je la vendrai sur les marchés. Ok, donc l'intérêt c'est que finalement je conserve l'actif que je veux pas vendre pour des raisons qui me regardent. Par exemple, j'estime que c'est le meilleur actif sur Terre. Je n'ai pas envie de le vendre par conséquent. Et du coup, mais j'ai quand même besoin de la liquidité pour faire des trucs, vivre ma vie, acheter une bagnole, et tout ça. Je me le mets en collatéral, je tire une ligne de crédit. Et moi, je te prête de l'argent, tu me payes un taux d'intérêt. Si tu rembourses pas, je te prends ton collatéral et tout le monde est content plus ou moins. Après, je fais d'autres métiers un peu plus bizarres, genre dans un casino, la maison gagne toujours. Et ben, tu peux être casinotier. Tu peux être la maison. Ça, tu peux être la maison, tu mets de l'argent et les gens jouent au blackjack, aux machines à sous. Les pertes des clients de ce casino, qui est donc un casino sur la sur la blockchain, te reviennent et inversement, quand tu as des gagnants, c'est toi qui payes. Et puis, tu peux faire des trucs un peu plus compliqués. Dans la même veine que les casinos, tu peux être aussi la contrepartie des traders qui utilisent un effet levier pour trader. Donc, le trading effet levier, c'est comme un casino géant, sauf que le duo blackjack, tu vas parier sur le fait qu'un actif va prendre de la valeur ou chuter. Donc, est-ce que le prix de l'euro ou du bitcoin va monter, descendre ? Et donc, il y a des gens qui vont parier oui, d'autres qui vont parier non. Et donc, ceux qui perdent, en gros, payent les gagnants. Et dans la DeFi, en fait, y a pas c'est pas les perdants qui vont payer les gagnants. Il y a quelqu'un qui est au milieu et qui va systématiquement payer les gagnants et récupérer l'argent des perdants. Donc, une sorte de champ de compensation. Ouais. Quoi. Okay. Et il y a plein d'autres choses que tu peux faire, mais ça, c'est les choses les plus classiques. Mais ça, ça c'est vraiment la partie de la DeFi qui peut intéresser une frange de la population qui détient un capital crypto, etc. Mais moi, ce qui m'excite et ce qui m'intéresse le plus dans la DeFi, c'est comment s'utiliser DeFi par la frange de la population qui soit n'a rien, qui n'est pas du tout au courant de la blockchain et tout, et qui des fois, et dans le futur, mais c'est aussi le cas aujourd'hui, pourrait utiliser la DeFi sans le savoir. Par exemple, genre comme les transferts. Monsieur Joubert qui fait de la prose sans s'en rendre compte. Voilà. Par exemple, il y a une boîte en France qui aide la diaspora libanaise à envoyer, donc ils ont des euros ici, à envoyer des dollars au Liban. Il y a encore 2-3 ans, ils utilisaient les banques classiques. Aujourd'hui, ils utilisent la crypto. Parce que j'imagine que les banques classiques doivent les assassiner en frais. Ça doit prendre 10 jours pour transférer tes et dollars. tu as de plus en plus d'entreprises qui se lancent là-dedans, donc ils n'utilisent plus les systèmes bancaires traditionnels
et ils passent par donc la finance décentralisée, la finance sur la blockchain, pour faire des transferts de fonds internationaux surtout, parce que bon, domestique, il n'y a pas de souci, envoyer des euros dans le même pays, c'est bon. Mais tu as des grosses boîtes aux États-Unis qui se sont spécialisées dans le transfert de fonds entre les États-Unis et le Mexique, avec l'Afrique également, Nigeria, etc. Donc la DeFi peut aussi apporter beaucoup de valeur à des entreprises classiques qui ont des flux de trésorerie internationaux très réguliers. Et pour réduire considérablement les frais, ils utilisent du coup aujourd'hui les stablecoins. Alors, c'est encore marginal, tu vois, c'est pas toutes les boîtes qui l'utilisent. Bien sûr. Mais tu as de plus en plus d'entreprises qui utilisent ce type de choses. Et ça, c'est ce que j'aime particulièrement parce que là, on sort un peu du côté « Ah oui, la DeFi, c'est pour faire de l'argent avec mes cryptos. » Et puis, j'en ai entendu parler, il y a des hacks, des machins. Là, on est vraiment dans une utilisation super concrète, la création de valeur dans le monde réel. Ouais. Et il y a un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est les entreprises qui se financent. Ouais. Donc, il y a une boîte aux États-Unis qui s'appelle Centrifuge et sa spécialité, c'est de t'aider en tant qu'entreprise à obtenir un financement, mais via la DeFi. Okay. Et donc, toi, en tant qu'entreprise, tu vas aller voir, tu vas lui montrer en gros tes actifs, donc collatéral. Par exemple, je sais pas, tu vends des parfums, donc tu lui montres ton stock de parfums, tu as 2 millions de parfums, 2 millions d'euros de parfums. Et cette entreprise-là, ensuite, va t'aider à aller discuter, entre guillemets, avec des protocoles sur la DeFi et aller voir des banquiers, entre guillemets, comme moi, et dire, tiens, t'as 10 000 dollars en crypto, cette entreprise n'a pas réussi à convaincre une banque de lui prêter 10 000 dollars. Est-ce que tu acceptes de lui prêter 10 000 dollars en crypto? Nous, on les transforme en vrais dollars. Et t'inquiète pas, s'ils ne te remboursent pas, nous, on va prendre un stock de parfum, on va le revendre, on te remboursera. Et ça, c'est aussi possible. Donc, tu as aujourd'hui des entreprises qui financent leurs opérations en utilisant la liquidité des gens comme moi. C'est génial. Ouais. Et toi, effectivement, ça te crée une intermédiation qui te permet d'accéder à des produits auxquels tu ne pouvais pas accéder autrement, quoi. À des rendements, ouais. Et puis je trouve ça cool, en fait. Ouais. Quel conseil est-ce que tu pourrais donner à quelqu'un qui débute, qui voudrait se lancer dans la DeFi? Tu vois, ça peut être un peu effrayant, il peut y avoir un peu cette espèce de sensation de « Oh, c'est une forêt hyper dense et genre, par où commencer? Je vais forcément me faire rect, tu vois. » Ouais. Quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui commence? C'est le plus important. Bon, on peut commencer à étudier la DeFi, etc. Mais déjà, il faut avoir des bonnes bases, il faut avoir une bonne hygiène informatique, en fait. Okay. Puisque la DeFi et donc la crypto, c'est de l'informatique. Et tu as tous les pièges communs, des pièges vraiment banals comme un site de phishing, donc un faux site qui, tu crois que c'est le bon site, tu te connectes et boum, ton argent disparaît. Ouais. Alors dans la vraie vie, tu peux toujours essayer de te retourner, dans la crypto, c'est fini. Et donc le fait qu'il n'y ait pas de protection dans la crypto, il faut que tu fasses super attention, faire confiance à personne, quand tu en reçois un email, quand tu reçois un message, toujours être parano en fait. Donc la première chose, c'est être parano, avoir une bonne hygiène informatique et être au courant de toutes les attaques possibles informatiquement parlant, donc les faux emails, les faux sites, etc. Ça, c'est vraiment la base de la base. Et puis ensuite, il faut vraiment y aller mollo parce qu'effectivement, il y a beaucoup trop de choses dans la DeFi et ça peut faire vraiment peur. Et donc, je pense que la chose la plus simple à comprendre, c'est le prêt. Donc moi, je commencerai tout le temps par comment on fait pour prêter de l'argent à quelqu'un ou comment je fais pour en emprunter. Et une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage du prêt, on peut s'intéresser à d'autres choses. Mais la base de la base, c'est le premier métier, c'est des gens veulent de la liquidité, des gens veulent emprunter de l'argent. Donc ça serait Et donc ça, c'est AAV par exemple. Par exemple, AAV, on peut citer, recommander sans prendre trop de risques, quoi. Ouais. Ok, top, hyper intéressant. Tu parlais des collatérales qu'on peut utiliser, donc tu citais quoi? Tu citais l'immobilier aujourd'hui? Oui, il y a une boîte qui... Alors, la tokenisation, en fait, c'est le processus qui te permet de représenter sur la blockchain sous forme de jetons, de tokens. Donc, un token sur la blockchain représente un actif dans le monde réel et c'est ce qu'on appelle de la tokenisation. Tu peux tokeniser des devises, donc comme tu as de l'euro, du dollar ou des biens immobiliers. Donc, c'est-à-dire que tu vas représenter un dollar, c'est ce que fait l'USDT, quoi. En gros, l'USDT, l'USDC. Ou c'est ce que fait PayPal. Si les gens connaissent PayPal, quand tu as des euros sur PayPal, en fait, c'est pas des euros, c'est la représentation digitale d'un euro qui est dans une banque. Mais l'euro sur PayPal, c'est pas un vrai euro. Et les tokens, c'est pareil. C'est la représentation digitale sur une blockchain d'un autre actif. Ça peut être une devise ou un actif comme de l'or, de l'immobilier, etc. Donc comme fait USDT, effectivement. Et donc Realty, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont travaillé sur la tokenisation de biens immobiliers aux États-Unis, qui sont loués, donc ils sont dans le business de l'immobilier locatif. Et leur premier business, c'est de rendre accessible à n'importe qui, donc juste tu te connectes sur Internet, l'investissement dans le locatif aux États-Unis, où ça paye pas mal, c'est entre 7 et 10%, ce qui est quand même pas mal de rendement. Une fois qu'ils ont eu ça en place, ils se sont dit pourquoi pas ne pas travailler avec AAV, donc cette espèce de banque,
et permettre aux gens qui détiennent de l'immobilier tokenisé d'emprunter. Comme dans la vraie vie, tu peux emprunter en mettant ton appartement en hypothèque, et pourquoi pas faire la même chose dans la crypto. Okay. Et donc aujourd'hui, tu peux le faire. Donc tu peux à la fois être investisseur immobilier aux États-Unis, toucher ta rente de 10%, tout en utilisant ce bien immobilier comme collatéral pour pouvoir avoir une ligne de crédit et emprunter 15, 20, 30, 50% de la valeur de ton bien. Ok, c'est hyper cool. Et donc du coup, tu as un peu le beurre et l'argent du beurre. Alors j'imagine que le crédit est pas gratuit, évidemment. Ce serait trop beau. Ouais. Mais en tout cas, tu as des trucs qui sont solides. On parlait de tokenisation de devises tout à l'heure. Je me souviens en suivant un des cours que tu donnes, parce que du coup, tu donnes les cours chez Aliera sur la finance centralisée. En suivant un de tes cours, il y avait un truc qui m'avait vachement marqué, c'est le fait de rendre accessible au grand public en gros les obligations américaines, parce que ce que le grand public perçoit peu, c'est qu'en fait normalement quand on ne devrait pas détenir des euros ou des dollars, c'est la même chose, qui ne sont pas rémunérés. En fait, tous les autres acteurs, tous les riches et toutes les grandes institutions du système financier ne détiennent jamais un euro ou un dollar sans qu'ils soient rémunérés. C'est uniquement des trucs qui sont placés sur des livrets auxquels monsieur, madame, tout le monde n'ont pas accès, ou des SICAV monétaires, des comptes qui en fait payent en gros le taux de la banque centrale. Le taux neutre, enfin le point neutre de l'argent, c'est en fait le taux des banques centrales. Et si on n'est pas à ce taux-là, en fait, on se fait manger par l'inflation monétaire, quoi, globalement. Et ça, effectivement, le grand public, c'est impossible, c'est très compliqué. Ou alors, en France, ça va être genre cloisonné avec le livret A, qui est en fait plafonné. Enfin, les gens se font avoir. Et du coup, en fait, aujourd'hui, avec la DeFi, on peut accéder directement à ce rendement-là sans demander la permission. Comment ça marche ? Alors déjà pour faire écho à ce que tu as dit, c'est vrai que la DeFi, c'est l'universalisation, la démocratisation de l'accès aux outils financiers. Moi, j'y ai mis ma famille, mes amis. Et moi, avant, j'étais pas intéressé par l'investissement. C'est-à-dire que j'étais intéressé par la finance. J'ai toujours été dans l'investissement assez actif. Mais comme l'investissement traditionnel est assez fermé, par exemple pour l'immobilier, il faut avoir beaucoup d'argent ou avoir accès au crédit. Pour les obligations, comme je disais, il faut ouvrir un compte chez un broker, etc. Enfin bref. Et là, la DeFi m'a rééduqué au plaisir d'épargner. Parce qu'avant, je me disais, à quoi ça sert d'épargner ? Parce qu'il va falloir que j'attende peut-être 10 ans avant de pouvoir acheter quelque chose. Aujourd'hui, avec la DeFi, même avec quelques euros, tu peux le faire. Bon, bien sûr, c'est pas avec quelques euros qu'on va faire beaucoup d'argent, mais tu vois ce que je veux dire. Et en fait, ça m'a donné l'envie d'épargner. Et je suis rentré dans ce jeu de, ok, maintenant je vais essayer de mieux budgétiser ma vie, d'épargner beaucoup plus et d'investir. C'est hyper sain comme démarche, quoi. En fait, tu as envie, et j'ai mis ma sœur, ma mère également dessus. Et maintenant, on a toutes ces mêmes, entre guillemets, passions d'épargner, mais pour pouvoir investir, pour pouvoir générer du rendement plus facilement. Ouais. Effectivement, les obligations US et autres, c'est vachement accessible aujourd'hui. N'importe qui, dans n'importe quel pays du monde, encore une fois, c'est une connexion Internet, tu peux aujourd'hui être exposé, on va dire aller acheter une obligation américaine qui paye à peu près 5% par an, alors c'est en dollars. C'est quoi les protocoles qui permettent de faire ça ? Alors, tu as deux manières de t'exposer au rendement d'une obligation américaine. Tu peux détenir une obligation qui a été tokenisée, donc tu achètes la représentation digitale d'une obligation, et tu as des protocoles comme Bakkt qui permettent de le faire. Donc Bakkt, ils sont en Suisse. Tu as aussi Ondo aux États-Unis qui le font. Mais des fois, pour des raisons légales, fiscales, tu n'as pas envie de détenir la représentation de la dette d'un pays. Et ce que tu peux faire du coup, c'est ne pas acheter la dette, mais acheter en fait le rendement, ou on dit s'exposer au rendement. Et donc là, tu as d'autres protocoles qui permettent de le faire. Alors la mécanique, tu as deux types de mécaniques. Donc la première, c'est tu achètes un dollar qui est tokenisé, qui représente donc un dollar sur un compte bancaire aux États-Unis. Et la personne qui a émise ce dollar, enfin ce token, en fait, lui, leur business model, c'est de prendre les dollars qui lui ont été confiés et de les prêter aux États-Unis. Donc d'avoir accès du coup aux obligations américaines. Et en fait, le rendement des obligations, il te le renvoie. Ça, c'est extraordinaire. Ça. Donc légalement, tu détiens pas une obligation, tu détiens un dollar. Derrière ce dollar tokenisé, il y a la représentation d'un dollar dans une banque. Mais en réalité, le dollar n'est pas dans une banque, mais il est prêté du coup aux États-Unis. Et le rendement t'est reversé en partie. Donc ça, c'est une manière simple de t'y exposer. Tu as une autre manière un peu plus complexe, qui est peut-être moins intéressante pour l'audience. Mais là, je ne vais pas m'étendre dessus, mais tu as deux manières pour t'exposer au rendement des obligations américaines. Ok, hyper intéressant. Et donc effectivement, ça démocratise complètement ce truc-là. Tu parlais là tout à l'heure
du fait que en fait, les émetteurs de stablecoin ne gardent évidemment pas les sous sur un compte à vue, sur un compte de dépôt. Et d'ailleurs, ce serait une mauvaise gestion du risque de leur part de le faire parce qu'il est plus probable que la banque fasse faillite que l'État américain fasse faillite. Donc en fait, ils vont toujours se réassurer aux réassureurs de dernier recours, qui est en fait les États-Unis quoi, directement. Mais par exemple, un truc comme Tether, ça pèse plus de 100 milliards de market cap. En fait, eux, ils récupèrent, je sais pas, peut-être 5% en gros en ordre de grandeur sur ces 100 milliards. Et du coup, peut-être plus, on sait pas. Voire peut-être plus, on ne sait pas. Et donc, ça veut dire que ça fait 5 milliards par an. Le plus transparent, c'est Circle. Donc, peut-être rappeler quand même comment ça fonctionne un stablecoin, parce que je ne connais pas le niveau de l'audience. C'est un super réflexe. Donc, toi, tu as des euros et des dollars sur ton compte bancaire et on pourrait appeler ça une devise native. C'est de l'euro et c'est du dollar. Et comme je disais tout à l'heure, sur PayPal, tu peux aussi avoir des euros. Mais les euros sur PayPal, ce ne sont pas des vrais euros. C'est la représentation digitale. Sur la blockchain, tu peux donc avoir aussi des tokens euros, dollars, francs suisses, etc., qui sont la représentation digitale d'un dollar ou d'un euro qui, normalement, est dans un compte bancaire. Ouais. Et la confiance en la valeur de ce token, donc le fait que tu saches que ce token vaille bien 1 euro, c'est parce que tu sais que derrière, il y a vraiment 1 euro dans un compte bancaire. Mais comme tu as dit, le fait de garder des devises sur un compte bancaire, des fois, c'est risqué parce que les banques, elles font des choses des fois qui ne sont pas correctes. Et donc, une manière d'à la fois mieux gérer son risque de faire de l'argent, c'est par exemple 70% des dollars qui sont sur ce compte bancaire en fait ne devraient pas être sur ce compte bancaire mais prêtés aux États-Unis. Et donc ou à d'autres. Par exemple, quand tu regardes la composition de l'USDC. Donc l'USDC, c'est un stablecoin dollar qui est donc émis par Circle. 70% est donc investi. Une grosse partie est prêtée aux États-Unis. Mais moi, ce qui m'avait fait sourire quand j'ai regardé les petits papiers, c'est qu'une petite partie aussi prêtée à la BNP Paribas, au Crédit Agricole. Donc les banques qui, il y a quelques années, étaient tout feu tout flamme contre les cryptos, aujourd'hui, par manière plus ou moins détournée, utilisent une partie de l'argent de la crypto pour emprunter. Parce que en fait, c'est le Crédit Agricole va emprunter de l'argent donc à BlackRock. Donc BlackRock, c'est l'entreprise qui gère l'argent de Circle, donc les USD. Et donc BlackRock va prêter un peu d'argent au Crédit Agricole, à d'autres banques, etc. Et donc Circle, eux, ils vont garder cet argent pour eux. Et donc chaque année, ils génèrent 1,3 milliard de dollars de profit sur ça. Ah, c'est un business model qui fonctionne très bien. Qui est génial, ouais. Parce que d'habitude, les banques aussi, elles font ça. Les banques, elles attirent les dépôts et ensuite, elles vont prêter, donc elles vont investir les dépôts sur les marchés ou les prêter à des gens pour les crédits immobiliers. Mais pour qu'une banque te convainque d'ouvrir un compte chez elle, elle va faire de la pub à la télé. Elle va embaucher plein de gens, marketing. Enfin bref, la banque va dépenser énormément d'argent pour te convaincre de déposer chez elle pour qu'ensuite elle puisse utiliser ton argent pour faire de l'argent. Et elle va te donner un petit pécule. Ouais. Là, le business model de Circle est génial. Ils font aucun marketing, ils n'ont pas d'agence, ils n'ont pas de publicité de partout à droite et à gauche. Mais en fait, il y a tellement de gens qui ont envie d'aller dans la crypto et qui ont envie d'avoir des dollars tokenisés qu'ils vont très gaiement donner leurs dollars à Circle en disant « c'est bon, je m'en fous, donne-moi des USDC en échange ». Circle est content. Garde le rendement. Circle est super content. Qu'est-ce que je fais avec tous ces USD? Allez, je vais les prêter, je vais faire de l'argent. Ouais. Et donc aujourd'hui, comme je te disais, il y a des protocoles qui se sont dit « bon, c'est quand même pas correct, on va redistribuer 80-90% de ce rendement à ceux qui détiennent des stablecoins ». Et donc, c'est une des manières de s'exposer au rendement américain. Ok, hyper cool. On sait que dans ton parcours, tu en as parlé plusieurs fois publiquement. Malheureusement, comment dirais-je, ta vie vis-à-vis de la crypto, vis-à-vis de la finance décentralisée, a pu te causer parfois des préjudices par rapport aux banques. Et tu fais partie des gens qui ont fini par se débancariser complètement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette histoire et sur comment ça t'est arrivé, comment tu le gères au quotidien, comment ça fonctionne pour toi? Au début, c'était une expérience. Ouais. C'était en 2019, donc c'était bien avant DeFi Summer et tout. Et donc, en fait, je voulais que déjà à l'époque, je voulais montrer qu'on pouvait vivre sans banque, alors, entre guillemets. C'est t'es un peu un genre de moine de la finance décentralisée, quoi. Ouais. Mais tu sais, j'avais vu une vidéo sur les Lego. Ouais. Et en fait, c'est comme ça. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur YouTube là-dessus en disant, voilà, les Lego, ça performe 10% par an, mais tu sais, il faut que tu achètes la boîte de Lego, que tu la gardes sur l'histoire, etc. Donc, j'avais fait une vidéo, je voulais parler d'investissement en général, et j'avais dit à ceux qui me suivaient, bah, vous savez quoi, je vais aussi maintenant vous parler d'investissement, donc de générer du rendement, mais dans la crypto. Donc, j'ai commencé à parler de Compound et des solutions aussi centralisées, comme Celsius à l'époque, qui existait encore.
donc je leur dis, vous savez quoi, je vais vous montrer que on peut mettre tout son argent en crypto. Donc au lieu d'avoir des euros et des dollars sur un compte bancaire, on a des stablecoins euros-dollars sur la blockchain et on va les faire travailler. Et on va essayer de générer 5, 10, 15, 20% par an. Bon, à l'époque, 20% c'était trop, donc c'était plutôt autour de 10%. Et j'ai voulu faire le test pendant 3 mois. Et en fait, j'ai pas vu les 3 mois passer et après, c'est devenu une habitude. Okay. Jusqu'au jour où j'ai été obligé de le faire. Alors attends, parce que comment tu fais pour payer, désolé des questions triviales, mais comment tu fais pour payer ton café, ton pain, tes courses, ton loyer? Alors tu triches un peu, donc t'as pas de compte en banque, mais t'as des cartes bancaires que tu peux c'est charger. Visa, qui gère le problème. Visa, Mastercard, etc. Que tu peux, donc c'est des cartes prépayées. À l'époque, c'est des cartes prépayées. Aujourd'hui, c'est un peu plus développé. Donc, c'est des cartes prépayées. Au lieu de les charger au bar tabac, tu peux les charger en crypto. Et donc, en fait, je les charge en crypto. Puis après, voilà. Et j'utilisais une application aussi qui te donnait un compte bancaire, un IBAN. Alors, c'était pas le tien à l'époque. Aujourd'hui, ça l'est, mais encore une fois, à l'époque, c'était pas comme ça. Et en fait, tu pouvais demander à cet intermédiaire de faire un virement à ta place. Donc, c'était pas ton nom sur. Si je t'envoyais 1 000 euros, tu voyais pas Pascal t'envoie 1 000 euros. Tu voyais le nom de la société et moi, je devais dire ça, c'est moi. Et donc, pour payer le loyer, c'était pratique. Et puis, la carte bancaire pour payer au quotidien. Et c'est marrant. Donc, en fait, tu crées tout un interfaçage entre ton infrastructure crypto, on va dire, et la finance traditionnelle. En fait, j'ai balancé tous mes actifs sur la blockchain, mais il faut quand même payer dans la vraie vie. Et donc, j'avais besoin d'une solution de paiement pour le faire. Ok. Comment ça a été vécu par les banques, ton banquier, tout ça? Ils s'en foutent. Hein. Le seul problème que j'ai eu, c'est que moi, je vis en Bulgarie. Et de temps en temps, je donnais des interviews pour les médias bulgares. Et un jour, j'ai parlé du coup de la finance centralisée. Et c'était une interview écrite. Et hasard ou pas, bon, ma théorie c'est que c'est ça. 2 jours après. Ouais, quelques jours après. Alors c'est pas quelques jours après, c'est 1 mois après. On veut payer en fait les salaires des employés que l'on a, et on n'arrive pas à se connecter à notre interface web. Et donc on appelle notre banque, et puis elle nous dit bah oui, on a fermé votre compte. Elle fait comment ça? Et en fait c'était arrivé en plein Covid. Et eux, ils avaient donc, comme le veut la loi, envoyé la lettre avec accusé de réception à notre bureau, qui était vide à cause du Covid. Super. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas eu l'info. Et on s'en est rendu compte, en fait, trop tard, quand il a fallu payer les salaires. Donc, on a demandé aux employés, est-ce que c'est OK si certains veulent être payés en crypto ou d'attendre qu'on règle la situation. On a fait le tour de toutes les banques et pendant 1 semaine, voire 2 semaines, on a tout essayé. Vous avez été blacklisté? Ouais, toutes les banques nous ont dit non. On dit c'est quand même bizarre. Après, on a commencé à copiner avec une banque qui nous a dit alors ça serait peut-être mieux si, Monsieur Talarida dégageait de sa société. En fait, le problème, c'était que il y avait beaucoup d'étrangers, donc non bulgares, dans cette société. Et une des banques nous a dit si vous voulez que votre dossier passe, il vaut mieux qu'il y ait que, en gros, un bulgare ou 2, et c'est tout, quoi. Donc, on a envisagé cette solution. Finalement, on l'a pas fait. Et un ami qui travaille pour Realty, donc la boîte qui tokenise l'immobilier, qui m'a parlé d'une solution en Suisse qui s'appelle Mon Pèlerin. Et Mon Pèlerin, ils font plein de choses et entre autres, ils permettent aux entreprises de payer des factures ou faire des virements à ta place si bien sûr tu prouves qu'il y a une facture. Donc j'ai contacté Mon Pèlerin, donc Arnaud, son fondateur. Je lui ai expliqué notre situation, que ça faisait 2 semaines qu'on n'arrivait pas à ouvrir de compte en banque et il fallait qu'on paye plein d'autres choses. Il fallait qu'on paye le hosting du web, du site internet, t'as mis les le truc bureaux. à payer quand t'es une boîte. Et il nous a dit on peut le faire. Et donc on lui envoyait les factures, on lui envoyait les contrats de travail des employés, les factures, les machins, et on lui envoyait des cryptos. Et lui payait à notre place. Et ça nous a sauvés. Donc littéralement, Mon Pèlerin ça nous a coûté cher ou pas Ouais. Parce qu'en fait, il faut que tu payes à chaque fois avec Mon Pèlerin. Ça commence à 1,35%. Et après, c'est dégressif jusqu'à 0,9%. Mais bon, 0,9%, ça reste quand même cher. Après, eux, ils doivent vivre. Ils sont en Suisse. Voilà, c'est pas gratuit. Hein. Mais c'est le coût qui nous a sauvés, quoi. Et après, il y a eu d'autres solutions qui se sont développées. Aujourd'hui, il y a des solutions beaucoup plus directes et faciles. Et donc, aujourd'hui, tu as la même chose que PayPal, mais sur la blockchain. Donc, rappelle-toi, je te dis, c'est pour ça que j'aimais parler de PayPal, que PayPal, les euros sur PayPal ne sont pas des vrais euros. Et donc, tu as une boîte qui s'appelle Monerium, qui se sont dit, mais attends, PayPal, en Europe, ils ont la licence de e-money. La licence de e-money, ça te permet d'émettre des euros qui ne sont pas vraiment des euros, mais qui représentent des euros et qui ont... Et c'est un truc qui, à la base, précède la crypto et qui n'a rien à voir avec la crypto. Quoi. Et ils se sont dit, viens, on va copier-coller PayPal. Mais vraiment, littéralement, copier-coller. Sauf qu'au lieu d'avoir des euros sur un compte PayPal fermé, on va les mettre sur le wallet d'une adresse, donc sur la blockchain. Ils ont hacké le système juridique. Ça s'appelle Monerium, c'est passé crème. Et c'est génial parce que ça veut dire que
donc Monero, donc PayPal, ils n'ont pas d'IBAN. Enfin, je crois que je me rappelle plus, ça fait longtemps que je peux utiliser de PayPal, mais Monero, en fait, te donne un IBAN. Ouais. Et donc, c'est un IBAN qui est très particulier parce que quand tu envoies des euros sur ton IBAN, tu ne reçois pas des euros. Tu reçois automatiquement des euros tokenisés, donc des euros qui représentent des vrais euros dans une banque, sur la blockchain. Donc, en fait, tu envoies des euros et automatiquement, c'est transformé en euros de la blockchain. Et le sens inverse fonctionne aussi. Tu leur envoies tes euros virtuels, enfin tes euros sur la blockchain, et tu dis est-ce que tu peux payer ma facture d'électricité? Et automatiquement, ta facture, elle est payée, et cette fois-ci avec ton nom. Donc c'est le nom de ta société qui apparaît, et ça pareil, ça a été génial parce qu'on a pu payer les salaires, les machins, les ciels. Ok, hyper cool. Donc aujourd'hui, tu as les solutions d'interfaçage entre le monde de la blockchain et le monde de la finance traditionnelle, pour le dire rapidement, qui existent, qui fonctionnent, qui sont... Aujourd'hui, tu peux littéralement tout faire. C'est-à-dire que le seul frein à l'utilisation de la blockchain, comme tu sais, c'est qu'on va pas se mentir, c'est un peu compliqué, c'est un peu archaïque. C'est pas demain, en une seconde, que tu peux apprendre comme Revolut à utiliser quelque chose. Tu vois, ça, il y a une certaine et puis comme tu le disais, ça nécessite une forme d'hygiène numérique. Et en tout cas aujourd'hui encore de savoir-faire. Enfin, il y a beaucoup de gens qui perdent leur crypto tout simplement, sans même parler de se les faire voler, quoi, qui simplement les perdent parce qu'en fait ils les conservent sur un téléphone, que les mots, ils les noteront plus tard, ils les noteront demain, tu vois, et puis en fait ils les notent jamais, et puis le jour où le téléphone dégage, et la crypto elle dégage avec, quoi. Donc ça malheureusement, aujourd'hui... Ça demande un effort, et c'est pour ça que je pense que la DeFi restera une niche, mais la DeFi, cette DeFi-là, c'est-à-dire la finance décentralisée qui nécessite un effort. Donc pour des gens qui ont l'habitude comme moi et toi, ma foi, on s'y est fait. Maintenant, c'est vrai que pour monsieur et madame Michu, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a des entreprises qui se lancent dans l'abstraction de la complexité. Et en fait, ça ressemble à un Revolut, mais en réalité, derrière, c'est de la DeFi. Et tu as beaucoup, alors ça se fait peut-être un peu moins en Europe, mais aux États-Unis, tu as beaucoup de services qui sont lancés comme ça et qui disent la DeFi, c'est compliqué, nous on s'en occupe. La seule chose que vous avez à faire, c'est vous déposer des dollars sur ce compte-là et nous, automatiquement, on va les gérer dans la DeFi. Ouais. Alors, le seul problème de ce type de solution, c'est que tu dois faire confiance à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que tu dois donner ton argent à quelqu'un, etc. Et il y a eu plein de précédents. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a une application qui s'appelle Yield App. Je crois que Gaëtan en avait parlé, Gaëtan S, sur son Twitter. Et donc, c'était ça. Donc, c'était une application qui disait la DeFi, c'est compliqué, on va pas se mentir. Mettez vos dollars sur notre application, c'est aux États-Unis, et je crois qu'ils avaient aussi en Europe. Et nous, on s'occupe de tout, on va les investir à droite, à gauche, et vous allez générer du rendement sans rien avoir à faire à partir de 1 euro, etc. Malheureusement, ça n'a pas été bien géré, voilà. Alors que l'avantage lorsque tu fais les choses par toi-même, certes, tu as une courbe d'apprentissage qui est un peu plus longue et tout, mais au moins, tu sais que si jamais tu fais une erreur, c'est toi, mais tu n'as pas à faire confiance à quelqu'un à donner ton argent. Et à la fin, le but de la DeFi, c'est ça. Si on devait mettre une tagline sur la DeFi, moi, ce que je dirais, c'est il faut que tu apprennes à faire de l'argent avec ton argent. Tu peux le faire de plein de choses, tu peux investir dans les actions, etc., le trading, tout ce que tu veux. Mais la DeFi, c'est ce qu'il y a de plus pur. C'est ton argent à toi, il n'est pas dans une banque, il t'appartient et tu peux l'allouer à différentes stratégies, différents endroits pour générer du rendement. Tu peux le prêter, comme je dis, être casino, être assureur, etc. Et moi, aujourd'hui, l'essentiel de mes revenus, c'est ça. Donc, j'ai pu obtenir un capital crypto. Et donc, en fait, je l'alloue sur différentes stratégies pour générer du rendement. Et ensuite, j'ai aucun problème à voyager, à venir à Paris, à payer mon loyer, etc. Comment tu fais alors, tu es résident fiscal bulgare, donc mais c'est ça, tu dois être résident fiscal bulgare. Donc bon, la question peut-être intéressera peut-être moins les résidents fiscaux français qui, j'imagine, sont en majorité dans l'audience. Mais c'est un événement fiscal quand tu vends de la crypto en Bulgarie, donc... C'est comme en France. La seule différence, c'est 10%. Ok, c'est sympa. C'est sympa. C'est cool. Mais du coup, ça veut dire qu'à la fin de l'année, tu dois faire une espèce de déclaration marathon où tu dois déclarer chaque fois que tu as acheté. Alors, du coup, pour ne pas avoir à faire ça, en fait, la loi bulgare, c'est comme la loi française. Quand tu fais une activité de manière occasionnelle, t'es pas professionnel. Si tu fais une activité de manière extrêmement, tu peux être professionnel. Et donc en Bulgarie, c'est assez simple. Ils regardent en fait le nombre de retraits. Donc même si tu fais peut-être 10 000 opérations, le tout c'est le nombre de retraits. Donc si tu fais 1 ou 2 retraits par an, ça va. Tu es t'es pas en cours considéré comme professionnel et t'as pas 10 000 papiers à faire. Okay. La taxation sera la même, que tu sois professionnel ou pas professionnel, tu paieras toujours 10%. La seule différence quand tu es professionnel, c'est qu'il va falloir que tu payes un comptable et tu vas devoir soit te payer sous forme de dividende,
mais sous forme de dividende, limite ça serait plus intéressant parce que les dividendes en Bulgarie c'est que 5%, soit sous forme de salaire, et là il faudrait payer cotisations sociales et tout et tout. Et donc la meilleure solution, le meilleur en gros des deux mondes, c'est de rester en particulier et de faire 1 ou 2 retraits par an. Alors, ok, donc tu calibres ton budget sur l'année, tu fais 1 ou 2 retraits et ensuite tu un vis. peu relou, mais ça va, et puis c'est tout. Ok, hyper cool. Tant qu'on est sur la DeFi, là, il y a un protocole qui commence à faire parler un peu de lui, qui est Ethena. On parlait des stablecoins tout à l'heure. Donc Ethena qui promet des rendements, j'allais dire mirifiques, on va dire attractifs plutôt que mirifiques. Je sais pas à combien ils sont là aujourd'hui, j'ai pas regardé, mais ils ont fréquemment été entre 15 et 20. Ouais. Et alors, c'est un stablecoin algorithmique. Alors normalement, les gens qui sont dans la crypto depuis plus de 2-3 ans, quand on leur dit stablecoin algorithmique, normalement ça lève un drapeau rouge. Qu'est-ce que tu penses de ce projet ? Est-ce que c'est un projet qui a du potentiel ? Est-ce que c'est un projet qui est risqué ? Est-ce que c'est un projet qu'il faut shorter ? C'est-à-dire j'emprunte le truc et je le dépense. Qu'est-ce que tu penses de ce projet ? Alors, déjà, c'est un beau projet parce que ça rend accessible une stratégie qui est un peu complexe à mettre en place, et ça la rend accessible à tous ceux, enfin à n'importe qui veut acheter en gros l'USDE, donc le stablecoin qui est pas, normalement c'est pas vraiment un stablecoin, mais pour rendre le marketing plus facile, ils ont commencé par dire que c'était un stablecoin. En fait, Alors c'est quoi la stratégie en question ? Alors, c'est ce qu'on appelle du delta. Alors, je vais pas parler neutral, je delta crois. neutral, mais en fait, il faut expliquer les choses. Donc, tu te rappelles tout à l'heure, je t'ai dit, tu peux être la maison dans le enfin, tu peux être un casino, et tu peux aussi être la contrepartie des traders qui utilisent un effet levier. Et en fait, il faut comprendre comment ça fonctionne dans, on va dire, une chambre fermée avec 3-4 personnes qui vont prendre des positions les unes contre les autres. Donc toi, imaginons que tu sois à l'achat. Ouais. Et donc, tu vas prendre une position avec un effet levier pour acheter du Bitcoin. Ok, donc ça veut dire c'est que j'emprunte par exemple 10 000 balles, je mets 1000 balles. Alors en fait, c'est même mieux, c'est tu déposes 1000 euros Ouais. et quelqu'un te dit, moi je t'autorise à acheter jusqu'à 5 ou 10 000 euros de Bitcoin. Ok. Donc tu prends un effet levier, tu décuples ta position. Ouais. Et le truc, c'est que plein de gens, en fait, préfèrent acheter le Bitcoin que de le shorter. Et donc peut-être que toi et 10 autres personnes vont commencer à acheter du Bitcoin. Ok. Le problème, c'est que si tout le monde achète et une personne vend, comment est-ce que les gagnants vont être payés ? Ouais. Donc il faut forcément une contrepartie. Donc la contrepartie, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça peut être moi qui va déposer de l'argent sur un protocole ou sur une plateforme et dire quoi que tu gagnes, je te paierai, c'est pour ma pomme. Et pourquoi est-ce que je ferais ça ? C'est parce que statistiquement, les gens qui tradent avec un effet levier, en général, ils ont tendance à perdre. Donc la majeure partie des traders perdent de l'argent, enfin ceux qui utilisent beaucoup d'effets leviers. Et donc toi, tu joues là-dessus, quoi. Tu Oui, dis, parce que, pour expliquer en 30 secondes, pour une raison assez simple, hein, c'est que si je suis en levier x10, ça veut dire que je multiplie mes gains par 10. Donc si le truc passe de 10 à 100, moi je passe de 10 à 1000, c'est super. Par contre, je multiplie mes pertes aussi par 10. Voilà. Donc si le truc passe de 100 à 90, moi je passe de 100 à 0. C'est ça. Et je suis cramé et je repars en slip, quoi. Ça, et puis en général, tu as aussi l'aspect psychologique, enfin bref. Mais en gros, effet levier et trading, ça finit pour la plupart des gens. Mal. La plupart des gens, c'est comme ça. Et donc, c'est pour ça que toi, tu accepterais d'être la contrepartie, parce que tu sais que la plupart. Mais c'est quand même chaud, parce que des fois, le Bitcoin, il monte pendant... Et donc, si tu veux, il y a l'objectif de ces plateformes, en fait, c'est d'avoir un certain équilibre. Et donc, c'est d'avoir finalement autant d'acheteurs que de vendeurs, comme ça, toi qui es la contrepartie, en fait, tu as la contrepartie que de miettes, parce que quand les vendeurs vont perdre de l'argent, ils vont payer les gagnants, et puis s'il reste quelques gagnants à payer, c'est pour ta pomme. Et donc, pour attirer les vendeurs, en fait, il y a un système qui s'appelle le mécanisme de funding rate. Et donc, l'idée, c'est que ceux qui sont à l'achat, donc il y a beaucoup plus de gens à l'achat, ils vont commencer à payer un taux d'intérêt à ceux qui sont à la vente. L'idée, c'est que tu vas attirer sur ta plateforme des gens pour vendre. Donc, tu vas vendre chez eux. Donc, il y aura de plus en plus de vendeurs parce qu'ils sont payés par les acheteurs. Comme les acheteurs doivent payer, il y en a qui vont arrêter et dire non, moi, je n'ai pas envie de payer trop. Tu mets un prix pour rééquilibrer la taille des foules, quoi. Ça rééquilibre. Et donc, la stratégie de delta, donc le long short delta neutral, c'est donc en fait de venir vendre, donc d'être payé. Ouais. Mais le problème, c'est que si tu vends et que le prix du Bitcoin monte, tu perds de l'argent.
Donc en même temps que tu viens sur cette plateforme pour vendre, alors tu vends pas vraiment, tu prends un pari que le prix va Oui, chuter. c'est de la vente à découvert en fait. Vente à Donc, en découvert. fait, ça veut dire que tu empruntes le Bitcoin pour le vendre et tu le rachèteras ensuite. Alors là, les produits dérivés, il n'y a pas vraiment d'emprunt, mais c'est comme la vente à découvert. Mais en fait, là, c'est plutôt, tu prends littéralement une position, un pari sur, voilà, je mets 1000 € en collatéral et je parie que le Bitcoin va chuter, le prix. Et si le prix du Bitcoin monte de 10%, tu prends 1000 €. Voilà, c'est mon collatéral. Et donc, toi, tu viens vendre sur cette plateforme, tu es payé, mais pour rester neutre, en même temps, tu vas acheter du vrai Bitcoin. Donc, tu prends une position, une fausse position, une vente, et ensuite, tu achètes du Bitcoin. Donc, tu achètes 10 000 $ de Bitcoin, tu vends pour 10 000 $ de Bitcoin, tu es payé sur la vente des 10 000 $, mais tu es protégé. C'est comme si au casino, en gros, tu mets un jeton sur le rouge à la roulette et un autre sur le noir, et puis et qu'il n'y a pas de zéro. Oui, qu'il n'y a pas de zéro. Là, il n'y a pas de zéro. Il n'y a pas de zéro, et du coup, quel que soit le résultat, de toute façon, bah, tu es payé. Et donc, Etana, donc eux, ils ont tokenisé, simplifié ces stratégies. En fait, toi, c'est comme un hedge fund, en fait. Tu leur donnes tes dollars, et c'est eux qui vont faire la stratégie que je viens d'expliquer à ta place. Donc tu leur fais confiance. Tu leur fais confiance. C'est pas une solution non-custodial, machin. Mais c'est pas mal parce que, tu vois, c'est une stratégie qui est vraiment... Tu vois, on dirait que c'est une stratégie simple, mais en fait, elle est super compliquée à mettre en place. Et avec Etana, t'as rien à faire, en fait. Tu t'achètes et puis c'est tout. Ok, hyper intéressant. Et est-ce qu'il y a un risque? Tu trouves que le risque est correctement pricé sur ce truc-là? C'est dur à dire peut-être? C'est très dur à dire parce qu'il n'y a pas de précédent. Et c'est comme tout, quand il n'y a pas de précédent, tu sais jamais vraiment sur quel pied danser. Alors, ce qu'il y a très bien avec ce projet, c'est qu'ils ont une liste très exhaustive de tous les risques et ils ont vraiment expliqué tous les scénarios qui peuvent arriver dans lesquels ça peut foirer. Donc, ils ont été extrêmement transparents là-dessus. Maintenant, voilà, tu as le risque d'exécution, donc tu fais confiance encore une fois à quelqu'un. Donc, le risque d'exécution, le risque de confiance. Et puis, eux, ils utilisent des solutions centralisées. Donc, tu as aussi le risque que, ils envoient de l'argent sur une plateforme, mais est-ce que cette plateforme... Fast fade, quoi. T'as va pas réussir. Sur de contrepartie, en fait. En fait, c'est un empilement de risques incroyable, mais tu gagnes 15% et puis tu fais pas grand-chose. Maintenant, personnellement, je préfère faire ces stratégies moi-même, encore une fois, pour rester un peu plus en contrôle. Mais j'ai quelques lignes sur l'USDE parce que la différence, c'est que quand c'est moi qui fais ma stratégie, par exemple, si j'ai 10 000 $, donc je vais allouer ces 10 000 $ pour faire ces stratégies. Donc 5 000 short, 5 000. Et c'est tout. Avec Etana, ce qu'il y a de bien, c'est que tu donnes ces 10 000 $, donc ces 10 000 $ vont travailler et rapporter du coup de l'intérêt. Mais comme tu reçois un token, ce token, tu peux l'utiliser aussi ailleurs. Oui, c'est ça. Et générer d'autres rendements. Donc le seul avantage, c'est ça, c'est que au lieu d'avoir 10 000 $ bloqués sur une stratégie, tu as 10 000 $ bloqués sur une stratégie, mais tu as un token qui représente ces stratégies, un peu comme tout à l'heure avec le token qui représente l'immobilier, que tu peux utiliser ailleurs. Alors, c'est aussi extrêmement risqué, puisque c'est ce qui est passé avec la crise des subprimes, c'est de l'empilement. Oui, c'est-à-dire que quand tu prends des risques avec des dérivés, à la fin, s'il y a n'importe quelle pile du truc qui pète, tu as l'édifice qui pète avec, quoi. Et donc, tu vois, moi j'ai des stratégies avec l'USDE où, c'est pas que je dors pas bien la nuit, mais j'ai pris un tout petit risque parce que je sais qu'un jour ça peut péter. Et c'est des stratégies avec une maturité que je fais. Donc, là, par exemple, cette stratégie, elle se termine le 27 juillet, je crois. Bon, le 27 juillet, je serais très content d'arrêter cette stratégie, de prendre et de dire, c'est bon, je suis passé entre les gouttes, il n'y a pas eu de problème. Et je ne sais pas si je vais renouveler cette stratégie. Ok. Ah, c'est intéressant. Comment tu dis, tu définis une maturité, ça veut dire quoi? Tu définis une espèce de contrat avec toi-même? Il y a un protocole qui s'appelle Pendle et qui te permet de générer ce qu'on appelle des rendements fixes, donc des fixed income. Et donc, tu as plein de manières de générer du fixed income, donc des rendements fixes. Et l'un de ces moyens, c'est de vendre tes revenus futurs à l'avance. Donc concrètement, tu es une entreprise, tu as des factures, tu sais qu'elles seront payées que dans 3 mois. Et je sais pas si tu sais, mais voilà, tu peux trouver quelqu'un qui va t'avancer, moyennant bien sûr finance, cet argent. Et donc toi, tu es content. Si tu as 10 000 € de facture, tu récupères 9 500 €. Et l'autre, il est content, il a gagné 500 €. Quoi. Il te donne 9 500 € et en fait, il récupère 10 000. Et donc dans la DeFi, tu as ce genre de choses-là. Tu peux vendre tes revenus à l'avance. Mais du coup, tu les vends à qui? Tu les vends à des gens qui achètent. Et donc, moi, j'achète des revenus futurs. Et donc, ils ont une maturité parce que je toucherai ces revenus futurs en juillet, par exemple, le 27 juillet. Donc, je dois attendre le 27 juillet pour toucher ces revenus futurs. Et du coup, ça veut dire que c'est toi qui portes le risque de ces revenus parce que si ces revenus ne se pointent pas, tu as acheté un truc qui ne se pointe pas. Et ces revenus sont payés avec cette USDE. Donc, si d'ici là, l'USDE se casse la gueule, les revenus peuvent
perdre Ok, la valeur. très très clair. On le disait au tout début de la vidéo, c'est toi qui as structuré le cours sur la finance décentralisée chez Alira. Qu'est-ce que tu transmets? Comment tu le transmets aux apprenants? Alors déjà, je transmets tout. C'était trop. Donc, l'idée de la formation, c'était de dire, il faut qu'à la fin de la formation, tu connaisses toutes les bases. Mais quand je dis toutes, moi, j'aime bien aller vraiment à fond dans les sujets. Et donc, j'ai vraiment envie que les gens apprennent toutes les bases. Et une fois qu'on a toutes les bases, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut les combiner pour faire des choses vraiment complexes. Donc, j'ai structuré la formation comme ça. C'est plein de petits blocs, donc bloc 1, bloc 2, donc on apprend un petit truc, un petit truc. À chaque fois, pour rendre la formation aussi un peu plus sympa, interactive, à la fin de chaque petit bloc, je demande aux élèves de faire une stratégie avec ce petit bloc, donc toutes les semaines, donc c'est un bloc par semaine. Ah, donc tu as une mise en pratique en temps réel. L'idée, c'est que toutes les semaines, on étudie un petit bloc, on monte en puissance, les premiers blocs sont très très simples, et je dis, voilà, maintenant, je vais vous expliquer une stratégie toute simple, on va la faire ensemble, donc je montre, on la fait ensemble pendant le cours live, et après, je leur dis, semaine prochaine, travail à la maison, comme à l'école, refaites ces stratégies-là. Yes. Et donc ensuite, la semaine d'après, je corrige, et puis on voit un autre bloc. Et donc je dis, maintenant, rappelez-vous du bloc 1, et maintenant, on va utiliser le bloc 1 pour faire une stratégie avec le bloc 2. Bref, on monte en puissance comme ça, et donc on voit tout. Donc on commence par voir la tokenisation, donc les différents types d'actifs qui existent sur la blockchain. Donc les devises tokenisées, l'immobilier, les obligations, etc. etc. Ensuite, quelles sont les stratégies les plus simples que l'on peut faire? Donc la stratégie la plus simple, c'est, comme je dis tout à l'heure, de prêter de l'argent. Tu as des dollars, tu les prêtes. Donc on commence par cette stratégie. Après, on voit des stratégies un tout petit peu plus complexes. Par exemple, lorsque tu veux acheter quelque chose sur la crypto, que ce soit du Bitcoin ou de l'Ether, en fait, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui te le vende. Ouais. Ceux qui les vendent, on les appelle les fournisseurs de liquidité. Et donc, il y a le cours ensuite sur comment devenir fournisseur de liquidité, comment ça fonctionne, quels sont les rendements, etc. Et puis on monte en puissance jusqu'à des choses un peu plus complexes comme les produits dérivés, donc les options, les futurs, les fixed income. Des trucs qui sont aussi, qui paraissent un peu bizarres, mais il y a des stratégies basées sur la gouvernance. Okay. Donc la gouvernance d'une action, tu détiens une action et tu as un droit de vote. Ouais. Si tu as une action Apple, tu peux aller voter. Sur la blockchain, tu as la même chose. Tu as des tokens qui te donnent un pouvoir de vote. Okay. Et il y a une stratégie qui te permet en fait d'utiliser ces pouvoirs de vote pour générer du rendement. Alors ça peut en choquer certains, mais c'est de la corruption. En fait, corruption légalisée. Ouais, en fait, tu peux acheter les pouvoirs. T'as des gens qui vendent leur pouvoir de vote. Okay. Et tu peux l'acheter pour forcément générer du rendement. Ou si toi, tu as du pouvoir de vote aussi, tu peux vendre le tien. Et donc, il y a des stratégies comme ça qu'on regarde autour de la gouvernance. Comment utiliser la gouvernance d'un projet pour générer plus de rendement. Et puis à la fin, ensuite, on revoit toutes les bases. On parle surtout de la gestion des risques. Donc, j'ai ce qu'on appelle un framework, risk framework. Ouais. Donc, en fait, l'idée, c'est de répondre à tout plein de questions pour donner une sorte de note sur, est-ce que cette stratégie, elle utilise cet actif? Quel est le risque de cet actif? Donc, il faut comprendre comment a été créé l'actif, etc., etc. Ces stratégies utilisent tel protocole ou tel projet. Donc, il faut ensuite comprendre le risque inhérent à ce projet. Ces stratégies est sur cette blockchain, parce que tu as des blockchains qui sont plus risquées que d'autres, etc. Et donc, une fois qu'on est capable de répondre à toutes ces questions, on sait, OK, je peux allouer telle part de mon capital sur telle stratégie, et puis voilà. Ok, et puis comme ça, à la fin, les gens sont autonomes sur le fait d'utiliser effectivement la finance décentralisée. Alors, le truc, c'est qu'après 3 mois, c'est difficile d'être autonome parce que tu as vu énormément de choses. Ouais. Donc, l'idée, c'est de leur dire, la formation ne s'arrête pas. Et en fait, toutes les semaines, sauf cette semaine, normalement c'est jeudi. Donc, normalement, tous les jeudis soirs, ce qu'on fait, c'est après la formation, pendant 2 heures à peu près, je leur montre toutes les stratégies que moi je fais. Donc, je partage mon écran et je leur dis, voilà, moi cette semaine, j'ai fait ça. Je leur montre les transactions. Et tu les suis sur le long terme. Ouais. C'est trop bien. Parce qu'en fait, comme je le fais pour moi, je me suis dit, j'ai quand même filmé, en fait, ça revient même. Et donc, je mets la caméra, la webcam, on parle, et puis je réponds aux questions. Et aussi, souvent, il y a des nouveaux protocoles qui sortent ou de l'actualité. Donc, ça me permet, pendant ces lives-là, de présenter un nouveau protocole qui vient de sortir ou une opportunité qui vient à se présenter, ce genre de choses. Et ça permet, du coup, de mettre en pratique tout ce qui a été vu pendant la formation. Et puis, j'essaie aussi de les faire interagir en leur demandant un peu comme faire des devoirs à la maison. Tiens, la semaine prochaine, essaie de faire ça. Ok, trop bien, hyper cool. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut l'annoncer aux gens qui nous regardent, puisque ça vient d'arriver là. Alors, ça aura été annoncé sur les réseaux sociaux, ça a été annoncé hier en vérité. Mais on a eu une super nouvelle sur son programme et un truc où moi je suis vraiment hyper content et hyper fier. Enfin,
les équipes ont fait un travail formidable et c'est le reflet aussi du travail que tu as fourni sur toute la structuration de ce programme. Mais l'État français, rien de moins, à travers France Compétences, qui est l'organisme en France qui reconnaît les compétences professionnelles et les métiers, a reconnu la finance décentralisée comme étant une compétence professionnelle. Et donc, à l'IRA, quand vous faites le programme de Pascal Talarida chez Alira, vous pouvez obtenir une certification professionnelle inscrite au répertoire spécifique de France Compétences, qui s'appelle de mémoire Exploiter la finance décentralisée dans ses applications, et qui est la seule certification professionnelle sur la finance centralisée en France. C'est énorme. Et ça, c'est trop bien. Et moi, honnêtement, alors évidemment, j'espérais de tout mon cœur que France Compétences valide le dossier qu'on avait déposé chez eux. Mais j'étais très très heureux de voir qu'effectivement, on arrive à un niveau de maturité à la fois du régulateur et aussi des acteurs, tu vois, parce que à l'air de rien, en fait, il faut quand même arriver avec quelque chose d'un peu fourni, où on est capable de dire oui. La finance décentralisée, c'est pas uniquement un truc de dégène farfelu qui traite des mêmes coins, même si j'ai rien contre les gens qui traitent des mêmes coins, hein, vous faites ce que vous voulez. C'est aussi en fait une compétence professionnelle qu'on reconnaît à ce titre et pour lequel il est nécessaire de se former, quoi. Quand j'ai commencé la DeFi, j'ai fait all-in dans la DeFi. J'avais pas grand-chose. La base. Levier ou pas levier? Non, sans levier. Sans levier, bon, t'as été sage. Enfin, j'ai fait un levier avec Synthetix, mais on peut en reparler une fois. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai tout mis dessus et c'était vraiment un pari in the dark. Voilà. Et aujourd'hui, quand on mise sur la DeFi, en fait, maintenant on sait qu'on mise sur le futur. Parce que comme tu l'as dit, tu vois, on craignait tous la régulation. Moi, quand j'ai commencé à investir dans la DeFi en 2019, je me suis dit, un jour, c'est pas possible. Les régulateurs, ils vont arriver et sonner le holà. C'est impossible que ça reste. Défoncer. Non. Les régulateurs, au début, ils ont dit, ouh, c'est quoi ça? Puis finalement, maintenant, les régulateurs veut que ça reste, mais il veut que ce soit encadré. Ce qui est logique. C'est logique, mais c'est surtout la légitimation de la crypto. La crypto, maintenant, s'initie dans les débats politiques. Ouais. On le voit aux États-Unis, on l'a vu dans une moindre mesure en France et en Europe. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les crypto-enthousiastes que nous sommes vont avoir des enfants. Moi, mes petits cousins, la première fois donc moi je suis un crypto depuis 2017, mon petit cousin qui était à l'époque encore au collège savait que j'étais un crypto, il me posait des questions et tout. Enfin, donc cette génération qui va devenir une génération d'électeurs et puis ensuite des politiciens. Donc il faut se mettre dans la tête que dans les générations futures vont utiliser la crypto, vont faire passer des lois sur la crypto et vont tout faire autour de la crypto. Donc il y a la régulation qui légitime ça. Aujourd'hui, tu as donc France Compétences qui aussi légitime le fait que la finance centralisée soit quelque chose. Et comme j'ai dit au tout début, si tu oublies le côté rendement, tu as des entreprises classiques qui aujourd'hui utilisent la DeFi pour améliorer leurs services, leurs paiements, les machins, etc. Moi, dans la formation que je fais donc avec Alira, donc en début de saison, je demande tout le temps qu'est-ce que vous faites dans la vie. Et la saison qui vient de se terminer, il y avait beaucoup de banquiers, enfin, en tout cas beaucoup de gens issus de la finance. Et quand on a parlé, donc j'ai surtout parlé parce qu'ils savent comment générer du rendement dans la vraie vie. Mais quand j'ai parlé de l'efficience de la crypto pour les paiements, pour les emprunts, par rapport à l'efficience du système bancaire, ils étaient tous « Ah oui, c'est vrai que c'est vraiment intéressant. » Ouais, ça leur parle, quoi. Ça leur parle. Et il y en a beaucoup avec qui, après, j'ai eu des discussions, qui me disaient « Voilà, moi, je travaille dans une boîte. Comment faire pour… Parce que là, ce que tu m'as dit sur les paiements, c'est vrai que c'est génial. Ma boîte fait beaucoup de paiements. Quelle est la meilleure approche pour aller voir mon responsable et leur dire « Il faudrait utiliser la crypto pour les paiements. » Mais moi, je l'ai fait dans le passé. J'ai eu des entreprises, enfin pas des entreprises, mais des gens qui travaillent dans des entreprises qui m'avaient contacté et qui m'avaient dit « Ah, j'ai vu cet article, cette vidéo. Est-ce que tu peux m'aider à le pitcher à mon CEO ?» Et quand j'en parlais aux décideurs, donc c'était en 2020-2021, c'était la douche froide. C'est la douche froide, c'est oh là là, crypto, terrorisme, risque. Ouais. Et aussi, alors pour leur défense, en termes de comptabilité, il n'y a pas de compatibilité. Ouais. C'est vrai que c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir de la trésorerie en crypto, de faire des paiements en crypto. C'est possible, mais c'est un micmac incroyable. Aujourd'hui, grâce à Mika, qui a reconnu les stablecoins comme un vrai moyen de paiement, demain, ça va exploser. C'est fou ce qui s'est passé avec la Mika. La Mika a dit, c'est bon, maintenant, les stablecoins euros et dollars qui répondent à certains critères sont considérés comme de la e-money, tout comme l'euro de PayPal. Ouais. Et donc, tout ce qui arrive, la régulation, la Mika, le France Compétences et tout, les élections aux États-Unis, il faut que les gens comprennent que c'est la preuve par A plus B que, oui, la technologie blockchain a prouvé sa valeur, que le monde la veut et que la finance centralisée est là pour rester. Ouais. Et certes, on n'est pas encore parfait, tu vois, c'est pas encore un carré,
Mais pour moi, investir aujourd'hui dans la DeFi et dans la crypto, c'est le surbet, hein, la valeur sûre à long terme. Je dis pas que ça va monter, descendre, mais ce que je veux dire, c'est, tu vois, t'es investi dans une industrie qui sera là dans 10-15 ans. Aujourd'hui, je suis très content parce que du coup, j'avais fait donc ce pari un peu foufou il y a quelques années sans penser qu'un jour il y aurait cette masse explosion. Et aujourd'hui, je suis bien content. Je me sens plus serein sur mes investissements. Bien sûr. Et tu parlais des enfants là tout à l'heure. Moi, j'ai 2 enfants en bas âge. Voilà, je raconte pas forcément ma vie, mais j'ai 2 enfants en bas âge. Et un des trucs que je me dis quand je les regarde, quand je joue avec eux et tout, c'est en fait, nous, on a vécu l'arrivée de la crypto. On a vécu toutes les émotions liées à l'arrivée de la crypto. La découverte, c'est quoi ce truc, les premiers investissements, ça se passe bien, ça se passe mal, les taux, etc. On a vécu vraiment l'arrivée et le développement du truc. Je pense que pour mon gamin, quand il arrivera à l'âge de comprendre ce que c'est que de la crypto vraiment et de l'argent et tout ça, il va y avoir un côté presque ringard, tu vois. Ouais. La crypto, ça va être le truc que son père utilise et il va être en mode, mais c'est normal, c'est genre juste le monde tel qu'il fonctionne normalement, tu vois. Et ça, je pense qu'il y a vraiment du coup un basculement générationnel et presque civilisationnel qui est en train de s'opérer autour de ça, quoi. Et encore, nous en Europe, on a l'impression que effectivement, dans le futur, comme tu as dit, ça sera coin mesure. Mais si tu regardes d'autres pays, c'est déjà coin mesure. Beaucoup de pays africains aujourd'hui ils utilisent l'USDT et que l'USDT. Ils s'en foutent du dollar, etc. Ils veulent du USDT. Pareil en Asie, etc. Ou j'ai jamais été à Dubaï, mais à chaque fois que j'entends parler de Dubaï, tu peux faire ça avec des cryptos et tout. Donc ouais, en Europe, on est un tout petit peu en retard, mais la crypto et la DeFi génèrent de la valeur aujourd'hui, et là pour rester, il restera. Trop bien. Et sur ces belles paroles, merci beaucoup d'avoir. D'évangélique. Merci beaucoup d'avoir consacré du temps pour cet entretien ce soir. C'était hyper riche et hyper inspirant. Pas de quoi j'aime. Si vous voulez vous former à la blockchain, à la crypto, à l'IA, au programme de Pascal Tallarida sur la finance décentralisée et devenir vous aussi un acteur du monde de demain, vous pouvez aller sur alira.fr. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec un de nos conseillers en formation sur alira.fr/rendez-vous. Vous avez le programme en ligne, vous pouvez télécharger la brochure. Bref, si vous voulez embarquer, n'hésitez pas. Et si vous voulez voir une autre vidéo d'un autre expert, par exemple, je peux vous renvoyer vers la vidéo de Emmanuel Dalla sur Stratège qu'on a fait, qui est un bon débouché pour les gens qui sont passés par le programme de Pascal. Vous pouvez regarder la vidéo ici. Et n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, un like et un partage, ça fait toujours plaisir. À bientôt, merci à tous.